Ah, bon, c'est bien. Alors c'est parfait, on va faire la transition immédiatement avec Hélène. Donc c'est Hélène Dolphus qui nous vient de Strasbourg. Voilà. Et donc en fait, Hélène, on n'a pas encore projeté ta vidéo ou... Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être présente physiquement à votre réunion dont j'ai beaucoup entendu parler et dont je vois la qualité sur le programme. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Je suis Hélène Dolphus, professeure aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et comme Isabelle Meunier, je dirige un centre de référence maladies rares consacré à l'ophtalmologie. Alors justement, dans ce cadre-là, je vais faire un tout petit topo sur en fait les réseaux qui unissent les différents centres de référence, à la fois au niveau national et au niveau européen. Donc, je vais me permettre de partager mon écran. Et donc, vous montrer la première diapositive, donc qui est la diapositive de titre. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Donc, ce qui nous importe au niveau national, c'est de connaître le parcours des malades atteints de maladies rares, et en particulier de maladies rares ophtalmologiques en France. Alors, comme vous le savez, il y a des plans nationaux maladies rares en France depuis 2005, et donc on est au 3e plan et bientôt au 4e plan national maladies rares. Ce sont des plans nationaux qui permettent de dégager des financements pour financer les centres de référence. Ça a été le cas dans le 1er plan maladies rares, et dans le 2e plan maladies rares pour mettre en place les filières qui sont justement des réseaux de centres de référence. Alors, ces centres de référence sont labellisés par le ministère, donc il faut une activité, il faut aussi une expertise pour obtenir vraiment la confiance donc, du ministère et bien sûr la confiance des malades. Alors, si on regarde l'ensemble des maladies rares en France, il y a environ 3 à 4 millions de personnes qui sont concernées. Et puis, au jour d'aujourd'hui, donc, on considère que 80% de ces malades ont une maladie génétique. On compte presque plus de 380 centres de référence, ce qui est beaucoup par rapport au début. On était une poignée en 2005, et beaucoup de centres de compétences, 1850 quasiment. Donc, c'est nécessaire, ce nombre de centres, pour couvrir l'ensemble des maladies rares, l'expertise qui est nécessaire. Je vous rappelle que les maladies rares sont très nombreuses, on les évalue à 7000 et qu'on en découvre toujours de nouvelles. Donc, ces réseaux sont vraiment importants pour amener de l'expertise aux malades. Alors, dans le cadre du 2e plan maladies rares, il a été mis en place un système de filières qui permettent de faire des réseaux thématiques sur différents groupes de maladies rares. Par exemple, les maladies rares de l'os, les maladies rares des poumons, les maladies rares du cerveau. Et dans ce cadre-là, nous avons monté une filière qui s'appelle SensGen, qui est dédiée aux maladies rares sensorielles. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de filières consacrées aux maladies rares en France. Et en fait, ceci permet de bien structurer les soins et de bien identifier le parcours de soins des malades et d'essayer d'améliorer justement le parcours de soins des malades et aussi la recherche qui va avec, en particulier, par exemple, les essais cliniques, pour que ce soit bien harmonisé au niveau du territoire. Alors, la filière SensGen, elle couvre d'une part des atteintes auditives et tout particulièrement les surdités et encore plus particulièrement les surdités d'origine génétique. Et d'un autre côté, elle couvre les maladies rares ophtalmologiques. Et là, je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de différents types de maladies rares ophtalmologiques, que ce soit des malformations, donc des anomalies du développement du globe oculaire, ou des pathologies dégénératives, comme bien sûr la rétinopathie pigmentaire ou encore les neuropathies optiques, où il y a une perte progressive des cellules de certaines parties, par exemple de la rétine, qui vont
amener le patient à souffrir d'un handicap visuel. Donc, notre filière couvre ces deux aspects. Et je vous rappelle aussi que certaines maladies, malheureusement, touchent ces deux organes, comme le syndrome de Usher, qui va toucher à la fois l'audition et la vision. Alors, notre réseau est au jour d'aujourd'hui, alors il y a une nouvelle labellisation qui se profile en fin d'année, donc ça c'est la situation aujourd'hui, qui regroupe en fait 5 centres dédiés aux maladies rares ophtalmologiques. Donc il y a bien sûr le centre d'Isabelle Meunier à Montpellier, Maolia, que vous connaissez tous certainement très bien, qui est consacré beaucoup aux maladies de la rétine et aux neuropathies optiques, mais beaucoup avec une expertise extraordinaire d'Isabelle dans ce domaine des rétinopathies héréditaires. Il y a à Paris deux centres, Oftara, dirigé par le professeur Raymond Gignac à l'hôpital Necker Enfants Malades Paris, et le centre Référette au 15-20, dirigé par le professeur Isabelle Odo. Il existe un autre centre à Toulouse, plus orienté vers... Alors, donc je donnerai peut-être les détails thématiques plus tard, mais juste pour préciser, le centre de Toulouse est très orienté vers les affections du segment antérieur, tout particulièrement le kératocone, dirigé par le professeur Fournier. Enfin, à Strasbourg, notre centre qui s'appelle le Cargo et qui couvre aussi d'une manière assez large les maladies rares ophtalmologiques, dégénératives ou développementales. À côté de cela, pour la surdité, il y a un grand centre de surdité du docteur Sandrine Marlin qui est basé à l'hôpital Necker Enfants Malades et qui a énormément de centres rattachés à elle, et elle a un excellent maillage du territoire pour ces surdités, en particulier les surdités génétiques. Si on regarde l'ensemble des centres de compétences, on en a plus de 60, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un maillage territoriale et de pouvoir diffuser la connaissance et surtout améliorer le parcours de soins pour un patient n'importe où il se trouve en France. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Et puis, nous collaborons avec plus de 20 associations de patients et ça, c'est bien sûr extrêmement important. Les associations de patients, ce sont nos partenaires, quasiment, je dirais, nos collaborateurs. On travaille avec les associations de patients. C'est très important pour nous parce qu'il faut connaître les besoins, pas seulement, bien sûr, les besoins médicaux, mais aussi les besoins à la fois sociaux et de l'impact de ces maladies sur la vie des malades. Donc, dans notre filière, on compte plus de 15 000 malades atteints de maladies rares de l'œil ou de l'oreille ou de l'oreille. Donc, ils sont pris en charge par nos différents centres. Nous avons donc 3 missions principales. Améliorer le parcours de soins des malades au niveau du territoire, coordonner et encourager la recherche et développer la formation, en particulier la formation des personnels médicaux et paramédicaux, et développer aussi l'information, la communication, le fait qu'en fait, il y ait une meilleure connaissance du grand public de l'ensemble de ces maladies, des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Alors, une mission aussi qui s'est rajoutée au fur et à mesure du plan maladies rares, c'est le plan France Médecine Génomique 2025. C'est un plan qui a commencé en 2016, qui a pour but d'implémenter au niveau français l'accès dans le parcours du soin du malade au séquençage génomique à très haut débit. Alors, en 2 mots, vous savez qu'il y a eu d'énormes progrès en matière de séquençage du génome. On est capable maintenant de séquencer l'ensemble du génome. Ça restait beaucoup du domaine de la recherche, mais maintenant, on est en train de développer des outils pour pouvoir utiliser cette approche en première intention pour optimiser en fait le parcours de soins du malade. Ceci s'est fait non sans difficulté, la mise en place, mais nous rentrons maintenant dans une phase effective et on commence à voir les bénéfices de cette approche qui se fait un peu en parallèle et en chevauchement des approches un peu plus anciennes
par panel de gènes, mais qui reste encore très d'actualité. Et on sait qu'à Montpellier, il y a une experte, Anne-Françoise Roux, dans le domaine, justement, qui participe activement à la mise en place de cette initiative. Alors, les objectifs, c'est bien sûr optimiser le parcours de soins, de limiter l'errance diagnostique, parce que vous savez, on peut vous dire que vous avez une maladie génétique, mais en fait, on ne sait pas dans quel gène vous ne savez pas, et le médecin non plus, dans quel gène vous êtes muté, de quoi vous pourriez bénéficier, par exemple, au niveau d'un essai thérapeutique. Donc, c'est très important d'aller au bout du diagnostic. Et dans les maladies rares, aller au bout du diagnostic, c'est aussi avoir l'identification génétique quand il s'agit d'une maladie génétique. Le deuxième aspect de ce plan transmédecine génomique, c'est d'améliorer les connaissances, c'est d'essayer de mieux comprendre les liens entre les variations du génome et les maladies concernées. Et ça peut avoir un énorme bénéfice à la fois pour la prise en charge des malades, notamment les essais thérapeutiques par exemple, également pour la connaissance des maladies. Et enfin, c'est un plan qui est important pour aider à développer les technologies, à implémenter, donc à tester par exemple des approches bioinformatiques qui sont très importantes pour renforcer la capacité française à acquérir, stocker, distribuer, appareiller des séquences. Et ça, c'est très important. D'autres pays sont très avancés, comme l'Angleterre, par exemple, qui est également qui a également un plan national. Donc, au niveau des maladies rares sensorielles, en fait, nous avons ce qu'on appelle des préindications qui ont été retenues. Et je vous explique ce que c'est avant une préindication. C'est-à-dire que nous avons le plan France Médecine Génomique demande aux filières d'identifier des maladies pour lesquelles ce type d'approche pourrait être particulièrement bénéfique et pour laquelle d'ailleurs ce type d'approche pourra être dans un deuxième temps remboursé par l'assurance maladie. Et donc, il faut des critères d'éligibilité, il faut que les choses soient bien cadrées. Et dans ce cadre-là, il fallait que les filières candidatent. Alors, pour la filière sans gène, nous avons candidaté et obtenu la possibilité d'avoir 3 préindications. Les malformations oculaires de l'enfant et de l'adulte, portées par Patrick Calvas et Dominique Brémond-Gignac, Madame Sophie Valex et Nicolas Chassin aussi. D'autre part, alors, les surdité précoces portées par le docteur Sandrine Marlin et le docteur Laurence Jonard. Et je finis sur le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, c'est les dystrophies héréditaires rétiniennes de l'enfant et de l'adulte que je porte avec le professeur Anne-Françoise Roux et bien sûr tous nos collègues qui participent donc à l'élaboration de cette approche diagnostique avec des réunions que nous faisons online de manière de plus en plus régulière, quasiment toutes les 2 semaines. Nous avons des réunions nationales pour discuter à la fois des patients qui vont bénéficier de cette approche diagnostique et également des résultats que nous obtenons. Donc ça, je pense que c'est vraiment un grand plus par rapport à l'avancée de la connaissance qu'on peut amener à nos malades. Alors, en pratique, les centres de référence sont très importants pour cette élaboration. Et en fait, il y a 2 plateformes de séquençage en France, une dans le nord de la France qui s'appelle Sequoia, qui est basée à Paris, et une dans le sud de la France qui s'appelle Oragène et qui est basée à Lyon. Donc, les patients ont une consultation dans le centre de référence. Il y a des concertations multidisciplinaires, c'est-à-dire que je discute très souvent avec Isabelle Meunier et nos autres collègues de toute la France tous les 15 jours justement de ces aspects de prescription de tests en fonction de différents cas cliniques. Donc, il y a une consultation médicale, on explique au patient, on prélève le patient, on envoie le sang du patient sur une de ces plateformes, puis nous recevons des résultats. On a de nouveau une réunion en théorie, si c'est nécessaire, d'interprétation et le retour vers le patient. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un livret de 10 pages qui est sorti et qui explique parfaitement ceci. Et notamment, il y a aussi un site qui concerne toutes les filières de santé maladies rares en France, qui pourra vous expliquer un petit peu les activités de la filière. Alors là, j'en profite pour vous dire que en fait, le pilotage de la filière est basé à Strasbourg.
que nous avons la chance d'avoir une chef de projet extraordinaire qui s'appelle Marilyn Oswald, avec une équipe qui est extrêmement efficace. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Caroline Werner, Francesco Rotolo, j'oublie beaucoup de monde, mais il y a vraiment une équipe formidable parce que c'est un challenge en fait de s'occuper de ces points. Alors ensuite, le deuxième volet de mon exposé concerne le parcours du patient en Europe, parce que en fait la France a été vraiment exemplaire au niveau des maladies rares depuis 2005. C'est un exemple européen dont s'est inspiré beaucoup de pays pour mettre en place des stratégies maladies rares au niveau de différents pays. Et au niveau européen, en fait, la Commission européenne, sous le lobbying des associations de malades, a labellisé en 2017 des réseaux européens de référence, les European Reference Network, les ERN, qui sont un peu la même chose que les filières, mais au niveau européen et qui regroupent donc différents hôpitaux au niveau européen. Donc c'est une sorte de coordination européenne des experts médicaux. Et donc là aussi, il a fallu candidater. Je vais vous expliquer dans un moment les différents ERN qui existent. Et en fait, je rappelle que les maladies rares sont un problème de santé publique. Et en Europe, c'est 30 millions de personnes qui sont concernées. Donc, effectivement, la Commission européenne s'est saisie de ce problème. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 1600 centres en Europe, dans plus de 300 hôpitaux, qui sont labellisés pour pouvoir recevoir des patients avec des maladies rares. Et ça couvre quasiment tous les domaines des maladies rares. Et les associations de patients ont été extrêmement actives, en particulier Aurore 10. Et vraiment, l'idée générale, c'est que la connaissance médicale et l'expertise médicale voyagent de manière numérique plutôt que le patient. Et donc, on voit aussi ici des liaisons tout à fait évidentes avec toutes les initiatives qu'il y a au niveau européen sur le data, le Health Data Space, pour justement l'espace européen de santé numérique, pour justement optimiser ceci. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a 24 ERN qui couvrent, un peu comme les filières françaises, 900, qui couvrent toutes les maladies rares. Et nous, dans notre filière, on est concerné par l'ERN crânio pour les surdités et l'ERN eye pour les maladies rares de l'œil. Donc, à la différence de la France ici, où on a une filière qui couple les deux maladies sensorielles, on a été obligé de séparer les choses. Alors, donc là, c'est pareil. Au niveau des maladies rares de l'œil, on sait qu'il y en a plus de 900. On sait que les dystrophies héréditaires de la rétine, tous les types de rétinopathie pigmentaire, de maladies maculaires, etc., et ils font partie de ces 900 entités. Et il y en a beaucoup, des maladies rétiniennes différentes qui sont répertoriées. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment comprendre au mieux ces maladies et vraiment essayer d'avoir un impact au niveau de la prise en charge des malades. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a différents axes qui ont été implémentés. Tout d'abord, la rétine, un axe rétine, donc c'est des groupes de travail où il y a à chaque fois un leader qui prend en charge ceci. Donc la rétine, la neuro-ophtalmologie, le segment antérieur, l'ophtalmopédiatrie. On a également un groupe de travail dédié aux tests génétiques et un autre sur la basse vision. Enfin, on a aussi des groupes de travail qui s'occupent de la recherche et des registres. Donc les objectifs, c'est vraiment de pouvoir d'abord promouvoir un meilleur accès aux soins, de pouvoir faire un accès à l'innovation et à la recherche, notamment au niveau des essais cliniques, de pouvoir avoir un partenariat très élaboré avec les associations de malades, de pouvoir distribuer, élaborer des guidelines, c'est comme les protocoles nationaux de soins qui sont en France, mais la même chose au niveau européen, et voilà, de pouvoir suivre en fait au mieux la directive européenne des soins transfrontaliers qui est en fait la base de cette initiative.
Alors, il y a un des outils qui a été donné par la Commission européenne qu'on appelle le Case Patient Management System. C'est un système de clinique virtuelle. Vous avez des panels d'experts qui vont recevoir des cas cliniques d'un clinicien sur lequel ils pourront online donner des recommandations qui seront ensuite renvoyées vers le clinicien qui les délivrera aux malades. Donc ça, c'est des efforts qui sont faits pour que la connaissance voyage. Et nous avons beaucoup d'autres initiatives, notamment par exemple sur la résolution de variants génétiques difficiles. Et on voit tout l'intérêt qu'il y a d'avoir autour de la table des experts italiens, des experts belges, des experts français pour partager les expériences, parce que souvent, par exemple, si c'est des mutations dans RPE 65 et si on doit décider que le patient ou que le clinicien doit décider si le patient est éligible ou pas pour une thérapie génique, il faut qu'on soit vraiment sûr que la variation est bien la bonne et que c'est vraiment les mutations en question qui donnent la maladie. Et parfois, c'est pas aussi facile que ça. Et parfois, c'est très, très bien de pouvoir partager les expériences et de pouvoir avoir des scores ou de pouvoir valider des mutations. Alors, au jour d'aujourd'hui, donc, on a alors c'est pas tout à fait exact cette diapositive parce qu'il y a eu la labellisation dans l'intervalle, on a plus de 70 avec les réseaux affiliés centres, hôpitaux. Donc, on a doublé nos capacités depuis le début d'année. On couvre quasiment tous les pays de l'Union européenne sur ce qu'on appelle les full members. Et nous avons également des membres associés. C'est des raisons en général politiques, mais par exemple des centres associés en Autriche, en Croatie, en Slovaquie, et ce qu'on appelle également des hubs, c'est-à-dire par exemple c'est des petits pays comme au niveau géographique, hein, je veux dire, par exemple comme Malte ou Luxembourg, où ils ont regroupé en fait l'ensemble des efforts sur un hub. Alors, donc, tout ceci pour dire que moi, je suis convaincue que ces réseaux ont un impact très important. Nous sommes très contents d'avoir la collaboration de tous les cliniciens dans ces réseaux à la fois nationaux et européens. On voit qu'il y a du progrès. Quand on réfléchit à comment c'était il y a 10 ans, 15 ans, on voit que les choses avancent. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc, moi, j'aimerais remercier aussi l'équipe ERNI, ici, en particulier Dorothée Leroux et toute son équipe. Et puis, moi, j'aimerais surtout remercier tous les collègues qui participent à ces initiatives parce qu'on fait ceci en plus du reste. Et puis, tout particulièrement aussi les associations de patients, parce qu'on est très dans l'échange, on cherche cet échange et ce travail collaboratif ensemble, parce que c'est vous qui nous faites part de vos besoins, de vos critiques aussi, de comment vous pensez qu'on peut améliorer le parcours de soins, l'accès aux essais cliniques, etc. Donc, on reste vraiment très à l'écoute des associations. Donc, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne réunion. Voici les sites web de nos réseaux. Et n'hésitez pas à nous contacter, soit via le professeur Meunier ou via nos adresses mail. Ça sera un plaisir. J'espère que vous profiterez bien de vos échanges et je vous souhaite une très belle fin de week-end.